C'est une des villes maritimes d'Europe les plus anciennes, une des plus belles aussi. L'été venu, des dizaines de milliers de touristes visitent la perle de l'Adriatique, sans forcément savoir que se cache derrière ces murs millénaires un destin singulier. Celui d'une cité qui fut toujours au cœur des grands enjeux historiques. Que ce soit du temps de la République de Raguse, où la ville était une des plus influentes de Méditerranée, aux heures plus sombres du conflit yougoslave, Dubrovnik a toujours chéri son indépendance et combattu pour sa liberté. Comment Dubrovnik est-elle devenue cette ville phare? Pour le comprendre, nous irons à la rencontre de l'archéologue Domagoj Perkic, avec qui nous plongerons dans les eaux de l'Adriatique pour découvrir les restes des épaves antiques et médiévales. Encore aujourd'hui, lorsque les paquebots naviguent, c'est toujours du côté est de l'Adriatique, où l'histoire a laissé de nombreuses traces archéologiques. Passionnée par l'histoire de sa ville, Anna Kaznacic est devenue conservatrice du musée maritime de Dubrovnik, qui accueille près de 300 000 visiteurs par an. Les marins de Dubrovnik ont été parmi les plus compétents et les meilleurs navigateurs dans toute l'Adriatique. Avec l'historien Vinice Lupic, nous découvrirons enfin que la noblesse marchande avait le goût du luxe, mais savait rester discrète. Être riche, oui, mais pas pour soi-même. Riche pour la communauté. Située tout au sud de la Croatie, à quelques kilomètres de la frontière avec le Monténégro, Dubrovnik est une ville aux origines multiculturelles. Byzantine, romaine, vénitienne, slave, la cité est au carrefour d'influences qui ont laissé de nombreuses traces archéologiques. Des dizaines d'épaves antiques et médiévales sont ainsi recensées dans les eaux croates. Vladimir Onofri est océanographe, passionné d'images sous-marines. Toujours sur l'eau, il est souvent sollicité par les autorités pour filmer le patrimoine archéologique de son pays. Aujourd'hui, il nous emmène à Cavtat, à quelques encablures de Dubrovnik, où nous devons retrouver son ami Domagoj Perkic, dit Bibo, un des grands archéologues sous-marins croates. Bonjour. Nous sommes dans la zone de Cavtat, ancien site antique appelé Epidaorum. C'était d'abord un port illyrien, puis plus tard romain, où de nombreux bateaux faisaient escale. Il y avait le port, mais il y avait aussi une grande baie pour le mouillage des navires. Certains de ces bateaux ont coulé ici, sans doute à cause des fortes intempéries, et c'est pourquoi on y trouve aujourd'hui des épaves qui sont à la fois de grande valeur culturelle, mais aussi des attractions touristiques. On est sur site. Domagoj et Vladimir s'apprêtent à plonger à 28 mètres de profondeur. L'épave antique du IVe siècle qu'ils veulent filmer est considérée comme l'une des plus belles de Méditerranée. Mais pourquoi a-t-elle coulé précisément à cet endroit? Comment la navigation s'est-elle développée ici? Dès son commencement, la ville a eu toutes les conditions pour réussir, grâce à une position géographique extrêmement avantageuse, sur le lieu de croisement entre la Méditerranée de l'Ouest et la Méditerranée de l'Est. Dubrovnik était en effet un point idéal pour décharger les marchandises venant des pays du Levant, d'Europe du Sud et d'Afrique du Nord. Car la ville, qui s'appelle alors Raguse, se trouve à proximité de la jonction maritime et terrestre de deux voies romaines majeures. L'une conduisait à Rome, l'autre à Byzance.
Dubrovnik est une ville clé. Elle est le plus court et le meilleur chemin entre l'Est et l'Ouest, mais aussi en Adriatique. Qui détient Dubrovnik possède toute cette côte de la Croatie. À 20 mètres de profondeur, Domagoj et Vladimir s'apprêtent à retrouver l'épave antique de Cavtat. Progressivement, apparaît une forme plutôt étrange à ces profondeurs. C'est une cage, une immense cage d'acier que les autorités ont posée sur l'épave pour éviter les ravages des pilleurs d'antiquités. La Croatie fut l'une des premières nations à adopter ce système. On peut observer, admirer, mais on ne touche pas. Exceptionnellement, Domagoj et Vladimir vont nous ouvrir les portes de ce site extraordinaire. Près de 2000 amphores reposent ici, originaires de Grèce et d'Afrique du Nord. On sait que la région d'Afrique du Nord était riche en huile d'olive et que c'était la première source de production pour tout l'Empire romain. Mais vu la présence d'amphores de type plus sphérique et originaires de la mer Égée, on peut conclure que le bateau partait du nord de l'Afrique pour se rendre vers la Grèce, où il complétait sa charge avec des amphores qui servaient pour le transport du vin. On découvre toujours quelque chose de nouveau. On peut voir des poissons intéressants entre les amphores, comme les murènes. Le plus important pour moi, c'est que la cage soit intacte. Rien n'a été endommagé et les amphores sont toutes là. De l'Antiquité à la période médiévale, Dubrovnik va développer cette position de plaque tournante du commerce en Adriatique et en Méditerranée. La base de leur activité était l'import-export. Donc ils exportaient de l'arrière-pays des minéraux, du bétail, du bois, du fromage, du miel. Et de Méditerranée, ils importaient des produits plus luxueux. Les bateaux de Dubrovnik embauchaient environ 5000 hommes, guidés par 250 capitaines. À la fin du XVIe siècle, à l'apogée de la République de Dubrovnik, il y avait plus de 200 bateaux qui naviguaient dans la Méditerranée, l'Atlantique et même jusqu'en Inde, jusqu'à Goa. Sur ce triptyque du peintre Nikola Božidarević, vous pouvez voir le patron de la ville, Saint Blaise, Svetivlao dans notre langue croate. Et il porte une réplique de la ville qui est très importante pour nous, parce qu'elle est très réaliste. Vous pouvez voir tous les arsenaux et plusieurs types de navires dans le port, qui est véritablement le centre actif de cette république. Dubrovnik est devenue une commune libre en 1358, lors du traité de paix signé entre Venise et la Hongrie. La ville s'émancipe alors de la tutelle de Venise et peut désormais décider seule de ses affaires. Elle devient de fait une république indépendante, contre espèces sonnantes et trébuchantes, versée à son nouveau suzerain, le royaume de Hongrie. Et cela va devenir une politique, payer pour avoir la paix. Dans ce manuscrit original de 1557, Henri II promet ainsi que les bateaux de Dubrovnik ne seront jamais attaqués par le royaume de France. C'est dans l'ancien bâtiment des douanes que sont aujourd'hui conservées les archives de la ville. C'est un traité entre le royaume de France et son roi Louis XII qui date du 16 août 1497. Un traité de libre-échange entre le royaume de France et la République de Dubrovnik. C'était important parce que du port de Marseille, nous faisions le commerce de la soie lyonnaise, mais aussi avec Cambrai, le lin de Cambrai pour les textiles plus communs pour la vie de tous les jours.
Autour du Stradum, l'artère principale, la ville prospère et multiplie à la Renaissance les réalisations architecturales. Églises, monastères fleurissent entre les remparts. Pendant plusieurs siècles, Dubrovnik va être un important relais, un pont entre les cultures de l'Occident et de l'Orient. Et de nombreux savants, physiciens, médecins, mais aussi des poètes et des peintres vont s'épanouir dans cette ville que l'on surnomme bientôt l'Athènes slave. Il faut imaginer, il y a encore 200 ans, cette ville bouillonnante d'activité où près de 400 joailliers transformaient l'argent qui venait des mines de Bosnie toutes proches et que Dubrovnik contrôlait. Seule une poignée d'irréductibles, comme Matko Vierda, perpétue aujourd'hui cette tradition du filigree. Mon père m'a tout appris et lui-même a été formé par son père. Après moi, la planète continuera de tourner, mais sans moi. Ah, c'est trop grand. Dubrovnik est une petite ville. Sa beauté résidait dans le fait que les gens y vivaient et y travaillaient autrefois. Et maintenant, ce n'est plus pareil. Je pense qu'elle va devenir un jour un authentique musée. Il faudra payer pour y entrer, mais ce sera vraiment vide. C'est vide ici l'hiver. Mais quand arrive la saison estivale, ce sont plusieurs milliers de passagers qui peuvent descendre chaque jour des bateaux de croisière, à tel point que la vieille ville prend des allures de métro aux heures de pointe. Dubrovnik devient alors une tour de Babel, où des touristes venus du monde entier déambulent le temps d'une journée à peine pour faire le tour des remparts ou visiter quelques monuments, toujours sous le regard omniprésent de Saint Blaise, qui, selon la légende, sauva en l'an 971 la ville d'une invasion vénitienne. Un millénaire plus tard, l'histoire va se répéter pour ses habitants. Et cette fois-ci, ce n'est plus une légende. Ces éclats d'obus, toujours visibles dans la vieille ville, rappellent que Dubrovnik fut assiégé en 1991 par les armées serbes et monténégrines. Le mur de Berlin était tombé 2 ans auparavant. La Croatie proclamait alors son indépendance dans une Yougoslavie en plein éclatement. Pour évoquer cette période tragique, quelques années après la fin du conflit, nous avions rencontré Vladimir Onofri, notre océanographe passionné de plongée. Toutes les connexions avec Dubrovnik se faisaient par speedboat. On transportait des habitants, on apportait des médicaments et de la nourriture, de l'essence, tout, vous savez. Pourquoi avez-vous décidé de devenir un résistant? Pourquoi? Vous voyez ces montagnes? Ils étaient là, sur la crête de ces montagnes. Et ils ont commencé à bombarder cette ville, sans aucune raison. Juste pour annexer ce territoire et Dubrovnik. Et ils ont tué beaucoup de gens. Ils ont détruit beaucoup de maisons et de monuments, alors que Dubrovnik était protégé par l'UNESCO. Avec son bataillon de speedboat, Vlado et les siens ont permis à la ville de tenir le siège. Coincé contre la montagne, bombardé jour et nuit, le salut de Dubrovnik est en partie venu de la mer. Dubrovnik était complètement encerclé, depuis la terre et depuis la mer. Nous, on naviguait entre les îles et les bateaux ennemis, des bateaux de guerre avec des canons et des mitraillettes. Et nous, qu'est-ce que nous avions? Rien. Quelques fusils, des speedboats et un cœur brave. La guerre vous a changé votre personnalité? Bien sûr. Avant la guerre, j'étais un scientifique et j'allais terminer ma thèse de doctorat. Après la guerre, je n'avais plus d'idées, enfin plus de volonté. Je sais pas.
Pendant la guerre, beaucoup de gens peuvent vous décevoir. Mais finalement, on s'aperçoit que ces temps d'après-guerre peuvent être tout aussi décevants. Moi, je suis heureux sur la mer, et quand je plonge. Justement, ça tombe bien. Vlado et Domagoj ont organisé une deuxième plongée aujourd'hui. Direction la région des îles Elafit et ses demeures de charme. Déjà ici, sur le bord de la rivière Dubrovnik, nous avons 7 ou 8 palais d'été. L'endroit se prête à ce genre de demeure de repos, de vacances, surtout pendant l'été, où les températures sont hautes. Et ici, au bord de l'eau, il faisait toujours moins chaud, et c'était très agréable pour la noblesse de passer l'été au frais. Les palais d'été. Il y en aurait près de 200 dans la région de Dubrovnik. Ils sont l'équivalent des malouinières dans la région de Saint-Malo. Il faut dire que la République était gouvernée par quelques dizaines d'armateurs, de commerçants ou de grands marins. Une oligarchie locale qui avait fait fortune dans l'import-export. Nous retrouvons Vinice, à Trsteno, où se trouve le jardin botanique d'une ancienne dynastie marchande. C'était une famille de commerçants très riches, mais aussi des armateurs, vraiment une famille très fortunée au début du XVIe siècle, au début de la République de Dubrovnik. Les membres de cette famille ont été de riches marchands à Londres. Dubrovnik est une république catholique, mais l'idéologie de la noblesse est protestante. Être riche, très riche, oui, mais pas pour elle-même, pour la communauté. L'idéologie de la noblesse de Dubrovnik est en cela très différente de celle de la République de Venise. Juste en face de ce palais d'été se trouve l'archipel des îles Elafit. Il appartenait autrefois à la République de Dubrovnik, mais c'était aussi un lieu de navigation très fréquenté par les Vénitiens. Vladimir et Domagoj veulent nous montrer ici les restes d'une épave médiévale. La cargaison de ce bateau présente plusieurs sortes d'objets en verre. Du verre pour les fenêtres, du verre pour boire et des plateaux en verre. Ils provenaient de Murano, donc de la région de Venise. Même si Dubrovnik et Venise étaient les rivales, les bateaux vénitiens empruntaient les mêmes voies maritimes et traversaient la région de Dubrovnik. Bien que Dubrovnik se soit émancipé de Venise en 1358, des relations commerciales et culturelles ont continué d'exister entre les deux républiques. Ces relations ont toujours été au bord du conflit, mais n'ont jamais été rompues. Celui qui va rompre cet équilibre fragile, c'est Napoléon Bonaparte. Il met fin à la République de Venise en 1797 lors de son écrasante victoire dans la campagne d'Italie. Mais les répercussions de ce triomphe atteindront aussi Dubrovnik. Durant l'occupation française en Italie, nous avons perdu nos intérêts bancaires à Gênes, Rome et dans le crash boursier de Vienne avant la bataille d'Austerlitz. Cette fin du XVIIIe et ce début du XIXe, c'est la période des guerres entre la France et la Russie. Les habitants de Dubrovnik ont estimé qu'il était plus important et plus sûr de s'allier aux Français qu'aux Russes. Mais une fois arrivés devant les portes de Dubrovnik, les troupes françaises sont entrées dans la ville par, je dirais, oui, un mensonge, car elles avaient promis que la ville pourrait garder son autonomie. Mais les Français annexèrent la ville, transformèrent les monastères en casernes. Et si le compagnon d'armes de Napoléon, le maréchal Marmont, est aujourd'hui connu en Croatie pour avoir construit des routes et apporté le code civil, il est aussi célèbre pour avoir en 1808 supprimé par décret l'existence officielle de la République de Dubrovnik.
C'est donc la fin d'un État, mais peut-être pas la fin de l'esprit qui l'animait. Je voudrais vous montrer encore une chose. Nous nous trouvons maintenant devant la forteresse de Lovrenac et au-dessus de l'entrée figure cette inscription en latin. Regardez. Ce qui veut dire « La liberté ne se vend pas, même pour tout l'or du monde ». Gravé dans ces murs, l'esprit de liberté de Dubrovnik l'est définitivement aussi dans le cœur de ses habitants.